Mes lapins, je suis allée visiter pour vous l'exposition L'art est dans la rue qui a démarré il y a peu au musée d'Orsay et qui traite du développement exponentiel des affiches au cours de la seconde moitié du 19e siècle, qui clairement pète les scores au moment de la Belle Époque. Un passage un peu obligé pour moi au vu de ma saga sur Mucha et l'Art Nouveau si vous connaissez déjà ma chaîne. Si vous avez vu mes publications sur l'exposition L'invention des grands magasins que j'avais publiée sur Instagram, vous savez déjà que le 19e siècle est l'ancêtre de notre monde capitaliste actuel. Avec la révolution industrielle, on produit et il faut faire consommer en grande quantité et vite. Et quoi de mieux à l'époque pour faire consommer que de coller des affiches partout pour donner envie de tout et de n'importe quoi aux passants ? D'autant plus, on le rappelle, que les villes s'agrandissent, qu'il y a des travaux et des palissades partout, et pas qu'à Paris, notamment où les travaux haussmanniens d'ailleurs changent énormément la ville, mais qu'en plus, bénédiction, eh bien une loi de l'époque vous permet de coller tout et n'importe quoi tant qu'il n'est pas écrit sur le mur qu'il est interdit d'afficher. Résultat, les affiches publicitaires illustrées envahissent l'espace urbain, que vous l'appréciez ou non, partout ou presque, vous en prenez plein les mirettes, de gré ou de force, et ça, c'est un petit peu la vie de tout Parisien de base qui se fait polluer les yeux et l'esprit actuellement, toujours quand il prend le métro. Les avis à l'époque sur le sujet sont très contrastés. Soit on adore et certaines affiches sont considérées comme de véritables bijoux graphiques, comme par exemple pour l'essayiste Maurice Telmer, pour qui les affiches étaient devenues la véritable architecture de la ville, derrière lesquelles disparaissait la triste pierre grise des murs. Ou alors, on déteste, à l'instar de l'écrivain et esthète Joris Karl Huysmans, selon lequel les affiches de Jules Chéret détonnent et déséquilibrent par l'intrusion subite de leur joie l'immobile monotonie d'un décor pénitentiaire. Rien que ça. On n'en attendait pas moins cependant en matière de verve de la part de l'auteur du croustillant roman À rebours que je vous conseille. Il naîtra d'ailleurs un véritable fanatisme chez certains amateurs d'art et collectionneurs, que l'on appelait alors les affichomaniaques, donc l'affichomanie, et cela créera un marché de l'art spécialisé avec des tirages numérotés d'affiches rares, des estampes, mais aussi la création d'expositions dédiées, dont les très célèbres Salons des 100. L'affiche gagne une place d'honneur au sein du monde artistique, les artistes d'avant-garde s'en emparent et le médium prend ses lettres de noblesse avec des artistes comme Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Maurice Denis, mais aussi Henri-Gabriel Ibels, mais bien sûr, on n'oubliera pas de citer également Henri de Toulouse-Lautrec, impossible de l'oublier, vous avez encore Grasset, Chéret et bien sûr, évidemment, mon adoré Mucha. Et si techniquement tout ceci est possible mes lapins, eh bien c'est grâce à la mise au point d'une technique d'impression appelée chromolithographie ou lithographie en couleur qui va faire exploser le sujet à partir de 1837 et encore plus à partir de 1860 où l'impression sur de très très grands formats sera possible. Une véritable révolution technique, ici au service de la publicité, dans le but d'avoir des couleurs chatoyantes et en tout cas de capter le regard de l'acheteur potentiel. Alors, en 2 mots, si vous vous demandez ce qu'est la lithographie couleur ou chromolithographie, c'est simple. Enfin, c'est simple. Si on ne sait pas, donc allons-y. Donc, c'est le principe de la répulsion réciproque de l'eau et des corps gras qui est en action. Je vous explique, en tout cas, je vais essayer. Donc, l'artiste, il dessine à l'aide d'un crayon gras ou d'une encre grasse sur une pierre calcaire qui est préalablement préparée, dont le grain naturel va accrocher le gras justement qui est dans le crayon gras ou l'encre grasse. Ensuite, c'est lavé avec une solution acide pour fixer le dessin que l'artiste y a mis. La pierre, après, elle est ensuite enduite d'une couche de gomme arabique qui donc va protéger les surfaces qui sont laissées blanches. Le tout ensuite est humecté et enfin vous avez un rouleau chargé d'encre grasse qui passe sur toute la surface. Or, l'eau, elle refuse la graisse. Je ne sais pas si vous avez déjà mis de l'eau dans un verre, vous voyez bien que l'eau, la graisse ne se dilue pas dans l'eau, en fait, ça va vous faire des particules très visibles. Et bien, donc du coup, l'eau, elle refuse la graisse, et l'encre, du coup, ne se dépose qu'aux endroits dessinés. À partir de ce moment-là, vous placez à ce moment-là donc votre feuille de papier sur la pierre, et puis vous passez le tout sous une presse, évidemment, pour que le papier accroche bien l'encre, en fait. Donc ça, c'est le principe de la lithographie.
Donc pour la chromolithographie ou la litho en couleur, en fait c'est la même chose, mais avec une pierre différente par couleur. Donc vous imaginez le travail derrière que ça représente. Chaque pierre supporte la partie du dessin qui doit être ancrée dans une couleur particulière. Donc vous avez autant de pierres que vous allez avoir de couleurs sur la fiche. Et donc cette technique, évidemment, elle est plus complexe et elle nécessite la mise au point de presses lithographiques qui permettent un repérage précis pour évidemment imprimer successivement les différentes pierres sur la même feuille de papier. Sinon, ça sert à rien. Je vous ai mis cet exemple-là qui est très connu en histoire de l'art, que vous avez pu voir. Et donc, vous voyez bien, il y a 4 étapes. Vous passez donc sur plusieurs couleurs pour arriver à la fin, justement, à une œuvre, en fait, qui est cohérente et où tout semble placé au bon endroit, comme si tout avait été imprimé en une fois avec nos techniques modernes. Sauf que c'est pas le cas. Et donc, évidemment, ça demande des compétences et donc de bonnes connaissances pour les imprimeurs qui font ça, bien sûr. Alors d'un point de vue métier, mes lapins, on va noter que ça crée l'émergence d'un nouvel emploi, qui est celui du colleur d'affiches, qui va devenir un personnage vraiment emblématique de l'environnement urbain de la Belle Époque. On va noter que c'est pas un métier sans risque, parce qu'évidemment, il y a eu des cas de chute mortelle pour des poses d'affiches en hauteur, et malheureusement, ça a existé. Mais bon, globalement, les risques des métiers de la classe laborieuse, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire les gens qui vivent de leur labeur mais qui ne s'en enrichissent pas, bien sûr, tout le monde s'en tape allègrement le coquillard, donc c'est pas grave, tant pis. Et donc vous avez cette affiche qui vous montre un peu cette idée de la représentation très spéciale des personnes qui effectuaient du coup ce métier. D'un autre côté, toujours d'un point de vue de travail, et bien sans surprise, les artistes en fait rivalisent de talent, eux de leur côté, sur les affiches pour se faire connaître. Et puis surtout, les imprimeries qui font de la lithographie, de la chromolithographie, deviennent à la fin du siècle de véritables industries artistiques fort lucratives. Quand j'entends artistique, ce sont pas eux en général qui créent les affiches en tant que telles, qui créent les designs, mais globalement ça participe du coup, c'est presque du mécénat en fait, ce côté fais-moi une belle affiche artistique, je t'expose, ça te donne un nom, ça te donne la visibilité. Bon, bref, je m'égare. Mais du coup, j'en reviens aux artistes. On va noter du coup que grâce à ça, justement, il y en a qui ont réussi à se faire un nom, voilà. Donc vous avez, pour les imprimeurs en fait, vous avez Jean-Alexis Rouchon, donc avec ses affiches en couleur de grand format dès 1840, qui lui, attention, utilisait encore la technique de la gravure sur bois au départ. Donc c'est assez impressionnant à voir, vous imaginez bien le travail que ça représente. Par contre, d'un côté vraiment artiste, vous avez l'immense Jules Chéret qui s'est imposé avec ses couleurs très acides qui sont impossibles à zapper dans la rue et qui est lui considéré un peu comme le père de l'affiche moderne. Et d'un autre côté, évidemment, dans les artistes qui se sont fait connaître grâce à ça, vous avez l'immense Mucha. Son style, il est reconnaissable. Son succès a été fou tout de suite. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes de ma chaîne. Donc allez voir ma saga sur Mucha et l'Art Nouveau. On continue avec le fait que les affiches, donc vous l'avez compris, envahissent la ville pour la promotion de marchandises en tout genre. Leur composition s'adapte d'ailleurs en fonction des acheteurs visés, évidemment, clientèle masculine, féminine, ou encore pour les enfants, parce que oui, les inventeurs des grands magasins ont bien compris que les mères bourgeoises qui ont du pouvoir d'achat grâce à monsieur, sont prêts à payer pour leurs chers petits. On va noter aussi autre chose, c'est l'émergence et la prolifération des figures féminines séduisantes dans les affiches, parce que oui, le corps féminin était déjà vendeur à l'époque, à tel point que l'on trouve des affiches qui vantent des produits qui ne se montrent même pas, c'est-à-dire vous avez des affiches, on ne voit pas de quoi ça parle. Vous avez le titre pour comprendre, mais sinon globalement c'est de la meuf, de la meuf, de la meuf, voilà, la femme comme argument de vente, boobs, 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 et on n'oublie pas que ça perdure toujours de nos jours, comme quoi on est vraiment les dignes héritiers du 19e siècle, il n'y a pas de souci. Moi j'ai souvenir quand j'étais gosse d'une publicité pour un aspirateur avec une nana qui le passait en micro-bikini, vraiment l'aspirateur n'en avait rien à foutre en fait, mais c'est pas grave, c'était argument de vente, ça retenait l'œil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je m'égare, on continue. Donc, les affiches, elles vont devenir aussi des vitrines de la modernité de leur temps, c'est-à-dire qu'elles se mettent au service, par exemple, du développement
de la société de loisirs, qui est donc quelque chose de nouveau dans le monde en fait, hein, cette société du loisir bourgeois, et donc ça va promouvoir par exemple tout ce qui est tourisme, qui est une vraie nouveauté de l'époque, hein, qui est rendue possible grâce au développement des chemins de fer, ou encore de nouvelles activités comme par exemple le vélo. Alors j'entends pas le vélo dans le sens utilitaire, le vélo dans le sens allons nous promener à vélo parce que nous avons trop de temps libre. Non mais c'est formidable de se promener à vélo, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment la société de loisirs qui est moderne et qui va être vraiment très très dépeinte dans les affiches de l'époque. Évidemment, vous l'avez compris, c'est toujours pour faire vendre, hein, la question ne se pose pas bien sûr. Hein. Bon alors puisqu'on en est à parler de la société de loisirs, eh bien vous vous doutez bien que les affiches, elles seront aussi au service du domaine du spectacle, si vous connaissez le 19e siècle, puisque c'est un domaine de loisirs qui est en pleine explosion, et donc le secteur est extrêmement concurrentiel dans les grandes villes, et le grand public d'ailleurs actuel connaît encore beaucoup de certaines de ces affiches qui sont cultes, mais c'est pas ça que je voulais dire. Donc les artistes, en fait, ils créent ces affiches, mais pas seulement au service des lieux et des entrepreneurs qui possèdent ces lieux, mais ils se mettent également au service de la gloire personnelle de certains artistes qui payent, hein, qui sont donc quelque part mécènes des affichistes. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Sarah Bernard ou encore ma vidéo sur le début du succès de Mucha grâce à Sarah Bernard. Donc, si vous les avez vus, vous savez de quoi je parle. Donc en 2 mots, quand même pour les autres, les représentations des artistes en fait sur ces publicités, elles participent à la création, de la construction de l'image de l'artiste qui est représenté. Donc Mucha, il fera beaucoup ça pour Sarah Bernard, ça va participer à cette vision d'elle devenant une icône en fait pour le grand public, donc ça on en reparle bientôt dans ma saga, abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Mais c'est pas le sujet. Et donc, vous allez évidemment avoir d'autres personnalités de la bohème et du monde du spectacle, hein, qui feront de même à l'aide d'autres affichistes. Donc, vous allez avoir des personnes, des acteurs qui vont du coup demander des affiches à Toulouse-Lautrec, ou encore au superbe Théophile Alexandre Steinlein, vraiment qui fait des affiches incroyables. On n'oublie pas non plus en passant, hein, parce qu'on va parler un petit peu société aussi, que eh bien, ces lieux de loisirs, hein, de spectacles, de bals, etc., ce sont pour beaucoup aussi des lieux de prostitution, hein, pour les dames moins fortunées, donc les grisettes et les laurettes et autres filles de joie, qui y partent donc à la pêche aux bourgeois, parce que la société de loisirs n'est pas une société de loisirs pour tous, et c'est pour ça aussi que certaines de ces affiches sont un peu grivoises pour l'époque en fait, hein, la jambe levée, on voit le dessous féminin, etc. Bon, pour nous à l'époque c'est que dalle, vu qu'on a des meufs en string, les pattes écartées sur Instagram toute la journée, donc on s'en fout un peu, mais pour l'époque c'est grivois, c'est coquin, et quelque part ça nous parle aussi de ce que certains hommes vont chercher un peu dans ces lieux de loisirs, qui sont un peu des lieux de plaisir et un peu des lieux d'ébauche déguisée en fait, hein. Alors pour finir, d'un point de vue politique et sociétal, cette fois-ci, eh bien l'affiche sans surprise, elle est parfois censurée, hein, parce que voilà, il y a des choses qui se montrent et qui ne se montrent pas à l'époque. Je pense que c'est toujours le cas aussi maintenant, hein, mais disons que l'époque a changé et que les sujets ont sans doute de censure ont changé. L'affiche, elle est également utilisée à des buts politiques, de dénonciation sociétale aussi. Elle devient une arme, hein, pour les militants de tout poil. Et bien sûr, ce sera un outil fort de propagande, en fait, quelle qu'elle soit d'ailleurs. J'en profite, hein, pour vous dire que si vous allez visiter cette exposition, préparez-vous quand même, parce qu'il y a la dernière salle dans laquelle vous allez avoir ce sujet-là, avec des visions, comment dire, de son époque, souvent caricaturales, parfois racistes. Et puis vraiment dans la dernière salle, vous allez avoir des trucs, vraiment vous n'êtes pas prêts. En toute détente, vous vous dites que ça passait sur les murs, c'était tranquille, c'était pas du tout censuré, donc comme quoi il y a censure, et chaque époque a ses motifs de censure qui ne sont donc pas les mêmes. Dans tous les cas, j'espère que cette courte visite vous aura plu. Moi évidemment j'ai adoré cette expo, je vous la recommande. C'est une expo pas prise de tête, qui est facilement abordable même pour des gens qui ne maîtrisent pas le sujet. La déambulation était tout à fait agréable quand j'y suis allée, c'était vraiment très chouette. Merci en passant à tous mes lapins qui s'abonnent, qui partagent mon travail pour que d'autres s'abonnent aussi, me découvrent. Je suis une toute petite chaîne, je ne suis pas monétisée, je fais ça pour le plaisir et pour le vôtre j'espère. N'hésitez pas du coup à aller voir ce que j'ai fait d'autre, hein, par curiosité si ça vous intéresse. Et surtout, je vous dis à très bientôt mes lapins pour une prochaine vidéo.